mais qui est enregistré pour l'ensemble des personnes de la démarche, qui suivent la démarche, pardon, qu'on appelle Mail Réunion. Simon, à toi. Très bien, merci. Alors, bonjour à toutes et tous. Avant de démarrer pour me présenter, je m'appelle Simon Brazet. Je suis docteur en psychologie cognitive et pendant 5 années, j'ai travaillé sur la question du rôle des émotions dans l'apprentissage. Et puis après ces années que j'ai fait de recherche et d'enseignement à l'université, j'avais le choix de continuer en recherche dans une carrière qui n'est pas forcément évidente, ou de chercher un petit peu à faire autre chose. Et puis à ce moment-là, j'ai rencontré une agence de conseil et de formation qui s'appelle Cogix. Donc au départ, moi je viens plutôt du milieu de l'université et du public, et l'idée de travailler pour une agence de conseil, c'était pas trop ça. Sauf que Cogix, ils avaient une manière de penser qui était un petit peu différente des agences de conseil que j'avais pu croiser. C'est en fait une agence de conseil qui est composée de docteurs en sciences cognitives et en neurosciences, et puis leur approche, c'est de se dire qu'il y a un écart très important entre les connaissances des neurosciences et des sciences cognitives d'un côté, et puis les conditions et les habitudes et les process qu'on peut avoir dans le monde du travail aujourd'hui. Et du coup, leur idée, c'était d'essayer d'apporter les connaissances des sciences cognitives et des neurosciences dans le monde du travail pour que les personnes puissent en faire quelque chose et modifier leur façon de travailler en fonction, en prenant en compte ces connaissances-là. Donc cette approche m'a semblé extrêmement intéressante. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui je travaille pour Cogix, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je suis devant vous pour vous parler de mail et de réunion. Et le principe de cette conférence, même si vous avez du coup un atelier qui est un petit peu déstructuré à cause de circonstances un petit peu particulières, l'objectif de cette conférence, ça va être de vous convaincre que c'est pertinent de remettre en question la manière dont on fait des réunions et la manière dont on utilise nos mails au travail, et donc de donner un appui scientifique un petit peu à la démarche que vous êtes en train de faire. Alors, pour démarrer ça, je vais commencer par faire un petit peu d'histoire, même si c'est de l'histoire très très succincte et avec un angle très neurosciences. Euh, Notre cerveau, c'est le fruit de 20 millions d'années d'évolution. Et ces 20 millions d'années d'évolution, elles nous ont amenés à être capables de chercher à manger, de nous reproduire et d'éviter de nous faire manger par des prédateurs. Et ces 20 millions d'années d'évolution, elles ont fait de nous des chasseurs-cueilleurs. Elles n'ont pas fait de nous des gens qui sont amenés à vivre au milieu du béton. Pendant les dernières années de l'humanité, avec notamment l'industrialisation, il y a eu des changements drastiques de notre environnement, et ces changements, ils se sont faits à une vitesse qui est bien plus importante que la vitesse de l'évolution. Et du coup, notre cerveau ne s'est pas adapté à ces changements qui se sont faits sur ces dernières années. C'est d'autant plus vrai pour les 20 dernières années qu'on connaît, dans lesquelles il y a eu l'émergence du numérique, qui aujourd'hui a une place extrêmement importante dans notre vie. Et là encore, ben, notre cerveau n'est pas adapté à ces changements d'environnement que sont le numérique. D'autant plus que le smartphone que vous avez dans votre poche ou sur votre bureau, il est un peu fait pour utiliser les limites de notre cerveau. Et du coup, ce qu'il faut se dire, c'est qu'aujourd'hui, notre environnement de travail, il est fait d'une certaine manière, et cette manière-là, elle ne respecte pas forcément les limites de notre cerveau. Sur le graphique que vous pouvez voir sur cette slide, vous voyez le nombre de données qui sont créées chaque année en zeta-octets. Les zeta-octets, c'est des milliards de gigaoctets, c'est des chiffres qu'on n'est pas capable de se représenter. Et l'important ici, c'est pas forcément ces chiffres-là, c'est de voir que c'est une augmentation exponentielle. Et même si on n'est pas individuellement amené à traiter toutes ces données qui sont créées chaque année, ce graphique-là, c'est quand même le symbole du fait qu'on a individuellement de plus en plus d'informations à traiter quotidiennement.
Et cette augmentation des informations qu'on a à traiter quotidiennement, elle se fait dans un contexte où les ressources de notre cerveau, elles, ne vont pas augmenter. Comme je vous l'ai dit, les ressources de notre cerveau, c'est l'évolution, et le temps de l'évolution, c'est des milliards d'années. C'est pas des choses qu'on peut faire en 20 ans. Et puisqu'on a de plus en plus d'informations à traiter, ce qui va se passer, c'est que la part de nos ressources qui vont être utilisées pour traiter des informations, notamment des informations numériques, comme des mails, des informations qui viennent de messageries, de chat, et toutes les informations qu'on va échanger en réunion, bah, c'est une part qui augmente dans la totalité de nos ressources, et du coup, ça fait qu'on a moins de ressources pour innover, pour apprendre, pour créer du lien social et pour récupérer, alors même que ces éléments-là, c'est au départ ce qu'on cherche à faire en tant qu'humain. Pour essayer de comprendre quelle était la place de ces données dans un environnement de travail, on a réalisé avec l'ECHO, qui sont nos partenaires dans le, dans le cadre de la démarche que vous êtes en train de réaliser, on a réalisé une étude sur plusieurs milliers d'employés, et l'objectif, c'était de voir quelle était leur utilisation des mails et quelle était aussi leur utilisation des réunions. Et ce que vous voyez ici sur ce graphique, c'est euh, chaque point va être un individu, et puis on a ici le nombre de mails que cet individu va envoyer pendant la durée de l'étude, qui était sur un trimestre. Et puis ici, c'est le nombre d'heures de réunion qui ont été réalisées. Et ce qu'on a pu observer, c'est qu'il y avait des personnes qui, à la fois, faisaient beaucoup de réunions et envoyaient un grand nombre de mails, et puis il y avait des personnes qui participaient à peu de réunions et envoyaient peu de mails. Donc on a des profils très différents, et on a des personnes qui sont au carrefour de l'information, d'autres non. Sur la base de ces données, on a pu identifier trois profils différents. Le premier profil, ça va être les personnes hyper connectées. Et les personnes hyper connectées, c'est les personnes qui vont envoyer au moins un mail entre 8 heures du soir pardon, qui vont envoyer au moins un mail en dehors des heures 8 heures 20 heures, euh, 9 jours par mois. Et puis, c'est des personnes aussi qui vont participer à 15 réunions dans le trimestre, en dehors des plages classiques de travail qui sont 8 heures 12 heures et 14 heures 18 heures. Donc ça, c'est notre premier profil, c'est les hyperconnectés. Notre deuxième profil, ça va être un profil intermédiaire. C'est des personnes qui peuvent avoir les mêmes comportements que, que les profils hyperconnectés, mais dans une moindre mesure, et souvent ça peut être associé à un pic d'activité. Donc il va y avoir des périodes pendant lesquelles ces personnes vont envoyer plus de mails, et puis vont participer à plus de réunions en dehors des heures usuelles de travail. Et puis notre dernier profil, ça va être les personnes zen, et ça, c'est les personnes qui jamais vont être amenées à participer à une réunion ou à envoyer un mail en dehors des heures usuelles de travail. Si on regarde maintenant la proportion dans la population de ces différents profils, ce qu'on observe, c'est que les hyperconnectés, ils représentent à peu près 10% du panel qui a été testé. Le profil intermédiaire, c'est 75% du panel, et le profil zen, c'est 15%. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a 85% des gens dans ce panel de plusieurs milliers d'individus qui sont amenés à faire des réunions et à envoyer des mails en dehors des heures usuelles de travail. Il y a un cas un petit peu particulier dans ces profils, ça va être le cas des cadres, qui est un profil de travailleur un petit peu spécifique. Et ce qu'on va observer, c'est que pour les cadres, le profil hyper connecté, il va passer de 10% dans la population générale à 40% chez les cadres. Donc, on a une proportion de personnes qui envoient des mails et font des réunions en dehors des heures usuelles de travail plus importante chez les cadres. Ces cadres, ils vont envoyer une plus grande quantité de mails sur des plages horaires plus importantes dans la journée. Ils vont faire de manière générale une plus grande quantité de réunions.
Tout ce que je vous ai présenté là, c'est notre espèce de constat. Il y a euh, des comportements d'usage des mails et des réunions qui se font notamment en dehors des heures des heures usuelles de travail. Et puis, il y a beaucoup d'échanges qui se font via les mails et les réunions. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est vraiment un problème? Et je vais essayer de vous convaincre que oui, ça peut être un problème et qu'il y a un coût à cette surcharge informationnelle. Alors, pour vous présenter ça, je vais vous parler un petit peu de charge mentale. Euh, et pour amener cette question de la charge mentale, il faut que je vous parle un petit peu du fonctionnement de notre mémoire. Dans notre environnement, il y a une très grande quantité d'informations. À côté de vous, il y a tout ce qu'il y a dans votre bureau, il y a toutes les personnes qui sont peut-être affichées à l'écran devant vous, plus les slides que je suis en train de vous présenter, et en plus, je suis en train de parler. Ce qui va se passer, c'est que on va sélectionner une partie de ces informations qu'on va laisser rentrer dans notre cerveau pour pouvoir les traiter. Cette part des informations qu'on laisse rentrer dans notre cerveau, elles vont arriver dans une zone particulière de notre mémoire qui est la mémoire de travail. Le principe de la mémoire de travail, c'est que ça va être la partie de notre mémoire euh, qui contient les choses qu'on a consciemment en tête à un moment donné. Si maintenant je vous dis pensez à un éléphant, vous allez petit à petit avoir une image d'éléphant qui va vous venir en tête. Ça veut dire que cette image, elle est passée de votre mémoire à long terme, de votre stock d'informations, à votre mémoire de travail pour être consciente dans votre tête à ce moment-là. Quand je suis en train de vous parler, là, il y a certains des mots que je suis en train de, enfin, les mots que je suis en train de dire, ils vont rentrer dans votre mémoire de travail, vous allez les traiter, puis il y a une grande partie que vous allez oublier, et il y a une autre partie que vous allez pouvoir stocker dans votre mémoire à long terme. Mais nous, ce qui nous intéresse ici, c'est surtout cette énergie que vous mettez à traiter l'information que vous laissez rentrer dans votre mémoire de travail. Parce que ce qu'on appelle la charge mentale, c'est cette énergie mise dans le traitement de l'information qu'on a consciemment en tête. Et notre mémoire de travail, elle est particulièrement limitée. On ne peut pas laisser rentrer une quantité infinie d'informations dedans, et on considère même qu'on peut laisser rentrer assez peu d'informations. On pourrait avoir en mémoire de travail 7 plus ou moins 2 informations. Et elle reste dans notre mémoire de travail pour un temps très limité, une vingtaine de secondes, sauf si on fait l'effort de la répéter, cette information. Et si on dépasse cette quantité de 7 plus ou moins 2 informations, ce qui va se passer, c'est qu'on va rentrer dans une situation de surcharge mentale. Et quand on est en situation de surcharge mentale, ben, on n'est plus capable de traiter les informations qui, qui viennent après. Et c'est normal de se retrouver plusieurs fois par jour dans une situation de surcharge mentale. C'est pas forcément problématique. Ce qui est problématique, c'est quand on est trop souvent dans cette situation de surcharge mentale parce que ça nous empêche de traiter efficacement l'information. Ce qui va se passer quand on est en situation de surcharge mentale, c'est que ça va avoir un impact sur notre lobe frontal, donc la partie avant de notre cerveau. Et cette partie avant de notre cerveau, elle va notamment être responsable de l'inhibition. L'inhibition, c'est notre capacité à nous empêcher nous-mêmes de réaliser un comportement qui est inadapté, nous empêcher de mettre notre attention sur notre téléphone. C'est tout ce qui nous permet de choisir les comportements qu'on va faire et d'éviter de faire les comportements qu'on n'a pas envie de faire. Pour vous, que vous représentiez un petit peu mieux ça, l'inhibition, c'est la première chose qu'on va perdre quand on va boire un petit peu trop d'alcool. Alors, quand on est en situation de surcharge mentale, on n'a pas la même perte de capacité d'inhibition quand on boit trop d'alcool, mais ça va quand même avoir un impact sur nos comportements, notamment au travail. Ça va avoir un impact sur nos comportements qui sont liés plutôt à notre performance. Par exemple, on va être moins capable de se concentrer parce que c'est plus facile de laisser notre attention se faire capturer par autre chose. Ça va être plus difficile de choisir ce qu'on va mémoriser et de mémoriser efficacement parce qu'on aura trop de choses dans notre mémoire de travail. Et puis, ça va aussi être plus compliqué de collaborer, notamment parce qu'on peut avoir plus de comportements un petit peu impulsifs quand on a un peu moins d'inhibition.
Et puis, ce manque d'inhibition, il va avoir un impact aussi sur des choses qui sont plus directement liées à notre bien-être. Notamment, on va être plus fatigué en situation de surcharge mentale. Et puis, on va aussi avoir plus de mal à réguler efficacement nos émotions. Ce qui fait qu'on peut, par exemple, plus facilement se mettre en colère. On peut avoir plus de mal à réguler sa colère. Ce qui n'est pas forcément très adapté dans un cadre de travail. Donc, du coup, on est face à ce que je vous présente là, et je vous disais tout à l'heure que dans notre environnement, il y a une quantité énorme d'informations. Comment on fait pour que notre mémoire de travail, elle soit pas toujours surchargée? En fait, notre cerveau, il a mis en place ce qu'on appelle un filtre attentionnel pour être capable de sélectionner certaines informations et de ne pas traiter tout ce qu'il y avait dans l'environnement. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, notre cerveau, il va être capable de sélectionner seulement les informations qui sont pertinentes pour ce qu'on est en train de faire. En revanche, ce filtre attentionnel, il est particulièrement fragile. Et si vous avez votre téléphone qui sonne à un moment où vous êtes concentré sur autre chose, bah, votre téléphone, il va attirer votre attention. Et du coup, vous allez vous allez changer de tâche au moment où votre attention est capturée par votre téléphone. Et donc, vous allez vider votre mémoire de travail de ce que vous étiez en train de faire. Et quand on change de tâche, quand on va voir, quand on reçoit une notification pour un mail, qu'on va voir ce mail, qu'on lit en diagonale et qu'on revient à notre tâche de départ, on estime que, on met 2 à 4 minutes pour revenir sur la tâche de départ. Et ça, c'est sans compter le temps qu'on met à lire le mail. C'est juste le coût du fait d'avoir changé de tâche et de revenir. Donc, je vous laisse imaginer ce que ça peut représenter quand on reçoit beaucoup de mails dans la journée. On peut vite perdre plusieurs dizaines de minutes, voire plusieurs heures dans une journée parce que juste on a lu plusieurs mails en diagonale plutôt que de rester sur la tâche qu'on était en train de faire. Alors, il y a plusieurs choses qui vont avoir un impact sur notre charge mentale, et notamment pour introduire la première des choses qui peut avoir un impact sur notre charge mentale, je vais vous présenter ces chiffres. Quand on fait une réunion en visio, au bout d'une heure de visioconférence, il y a 22% des gens qui vont dire, enfin qui vont dire qu'ils ressentent une fatigue accrue. Euh, Quand on passe à 2 heures de visioconférence, on va passer à plus de 56% des personnes qui disent avoir cette fatigue accrue. Et quand on est à 3 heures de visioconférence, on va passer à 70% des personnes qui disent ressentir cette fatigue importante. Alors, la première chose que ces chiffres peuvent nous dire, c'est déjà que si vous vous sentez fatigué au bout de 1 heure ou 2 heures de visioconférence, il ne faut pas vous blâmer pour ça. C'est quelque chose de tout à fait normal de ressentir de la fatigue face à une visioconférence. Et puis, la deuxième chose, c'est que ça nous donne des informations sur un phénomène qui est la fatigue mentale. La fatigue mentale, c'est un phénomène qui va apparaître quand on passe trop de temps sur une tâche. Quand on est trop longtemps sur la même tâche, ce qui va se passer, c'est que nos neurones qui nous permettent de réaliser cette tâche, ils vont communiquer un peu moins bien au bout d'un certain temps. Et du coup, on va faire cette tâche moins bien. Et puis, une des choses qui est un petit peu particulière avec la fatigue mentale, c'est que elle va avoir un impact sur nos performances parce que, elle va avoir un impact notamment sur notre charge mentale. Mais cet impact, elle peut l'avoir sans qu'on en ait conscience. La fatigue mentale, on ne le ressent pas forcément. Et c'est pour ça notamment qu'on dit aux personnes qui conduisent de faire une pause toutes les 2 heures, parce que on a forcément même de la fatigue mentale qui apparaît au bout de 2 heures de conduite. Et même si on n'a pas conscience d'être fatigué, d'avoir cette fatigue mentale, bah, ça va avoir un impact sur nos performances, et notamment on met par exemple plus de temps à freiner. Dans le monde du travail, ce qu'on observe, c'est que cette fatigue mentale, elle a aussi un impact sur notre prise de décision et qu'on a plus de chances de prendre des décisions impulsives si on est en situation de fatigue mentale. Donc,
Si vous faites une réunion de 2 heures et qu'à la fin de ces 2 heures, bah, vous allez prendre des décisions pour la suite d'un projet, par exemple, il est très probable qu'à la fin des 2 heures de réunion, vous soyez en situation de fatigue mentale et du coup que vous preniez des décisions de moins bonne qualité. Et une des très bonnes choses pour lutter contre la fatigue mentale, c'est de faire des pauses. Donc, je vous invite grandement, si vous avez surtout si vous avez des décisions à prendre pendant une réunion, à faire une petite pause avant la prise de décision. Un autre phénomène qui peut avoir un impact sur notre charge mentale, ça va être le fait de faire plusieurs choses en même temps. Et dans l'étude qu'on a réalisée avec l'ECO, ce qu'on a observé, c'est que quand il y avait une réunion avec deux, trois participants, il y avait au moins un mail qui était envoyé, enfin, il y avait un mail qui était envoyé pour au moins 50% des réunions. Quand on passe à une réunion à 4 à 6 participants, on observait qu'il y avait un mail d'envoyé dans à peu près 75% des réunions, et plus on augmente le nombre de participants, plus on augmente la probabilité qu'il y ait au moins un mail d'envoyé. Et ça, ce que ça veut dire, c'est qu'on a tendance à se mettre dans les réunions dans des situations multitâches. Or, ce qu'on sait, c'est que faire du multitâche, c'est quelque chose faire plusieurs choses en même temps, c'est quelque chose qui est pas très bien pour nos capacités de concentration. Et même, en fait, du point de vue de notre cerveau, le fait de faire du multitâche, c'est quelque chose qui n'existerait pas. Ce qui va se passer, en fait, c'est qu'on va switcher d'une tâche à l'autre. Et ce qu'on observe au niveau cérébral, c'est que quand on fait deux tâches en même temps, quand on passe à la deuxième tâche, bah, les neurones qui sont chargés de réaliser la première tâche, ils vont se désactiver pendant qu'on passe sur la deuxième tâche. Et ça va avoir un impact sur le coût cognitif de ce qu'on est en train de faire. Tout est plus coûteux parce qu'on a moins de ressources. Et puis, ça va diminuer notre attention et notre réactivité. C'est ce qui fait que quand on est en réunion et qu'en même temps on regarde en diagonale un mail qu'on a reçu, bah, si jamais quelqu'un nous appelle ou nous mentionne, eh ben, on va avoir un temps un petit peu plus long pour réagir et pour réussir à se reconcentrer. Et puis si vraiment on était en train de lire un mail, eh ben, il va même falloir qu'on récupère toute l'information et on a pu, parfois sans le voir, rater un bout complet d'une réunion. Enfin, si vous êtes amené à faire beaucoup de visio, vu qu'on est en visio aujourd'hui, j'imagine que vous êtes amené à faire beaucoup de visio. Il y a une autre chose qui est à prendre en compte, c'est le fait qu'on va traiter l'information non verbale de manière différente quand on est en vision, quand on est en face à face. L'étude que je vous présente ici, c'est une étude dans laquelle on faisait discuter une mère avec son enfant, un adolescent. Et puis, on relevait de l'information sur l'activité cérébrale avec un électroencéphalogramme. Donc, un électroencéphalogramme, c'est plein de petites électrodes qu'on va mettre sur la surface du crâne. Et puis, nos neurones, quand ils communiquent, ils vont échanger de l'information électrique. Donc, il y a une certaine longueur d'onde en fonction de ce qu'on est en train de faire, qu'on va pouvoir mesurer avec un électroencéphalogramme, en fonction de si on est concentré ou pas, en fonction de notre activité. Bah, notre activité cérébrale va se modifier. Ce qu'on a observé ce qu'on a regardé dans cette étude, c'est s'il y avait des similitudes entre ce qu'on pouvait collecter avec un électroencéphalogramme sur la mère et sur son enfant pendant qu'ils étaient en train de discuter. Et ce qu'on observe en face à face, c'est que après un petit temps de discussion, il va y avoir un peu comme une synchronisation entre les ondes cérébrales qui sont produites par le cerveau de la mère et les ondes cérébrales qui sont produites par le cerveau de l'adolescent. C'est pas quelque chose de magique, c'est de l'empathie. On a tendance à réagir à ce que la personne fait en face de nous et du coup on peut avoir comme ça une synchronisation de ce que des cerveaux sont en train de faire quand on est en train de discuter avec quelqu'un. Ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que dans une deuxième condition, la discussion se faisait pas en face à face, mais via un chat, via WhatsApp, je crois, dans cette étude-là. Et ce qu'on a observé, c'est que dans ce cas-là, il n'y avait quasiment pas de synchronisation entre le cerveau de la mère et le cerveau de son adolescent. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un petit peu moins d'empathie, il y a moins d'empathie naturelle qui se fait euh,
via écran interposé. Et du coup, le traitement de l'information non verbale à distance est plus complexe. Et plus complexe, ça veut dire plus coûteux à traiter. Donc, ça veut aussi dire que ça crée de la charge mentale en plus. Donc, tout ce qu'on vient de voir là, c'est ce qui peut être à l'origine d'une augmentation de notre charge mentale. Et maintenant, ce qu'on va voir, c'est quelles peuvent être les conséquences de ça. Euh, dans notre corps, on a deux systèmes qui vont fonctionner. Un système qui va nous stresser, et un système qui va nous permettre plutôt de nous reposer et de récupérer. Euh, et le premier système qui permet de nous stresser, c'est notamment le système qui nous permet de nous réveiller le matin. C'est parce qu'on sécrète du cortisol le matin qu'on va se réveiller. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Et puis, de l'autre côté, on va avoir un autre système qui va plutôt nous faire nous endormir le soir. Et puis, ces deux systèmes-là, c'est ce qu'on va appeler des systèmes antagonistes, c'est-à-dire que quand l'un s'active, il va avoir tendance à désactiver l'autre. Alors, du coup, quand je vous présente ça, une des choses importantes là-dedans, c'est que le stress, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Le stress, on en ressent tous les jours quand on se réveille le matin. Simplement, le stress, il doit être contrebalancé par des périodes de récupération. Et si vous vivez du stress, bah, il faut en contrepartie que vous soyez capable d'avoir des temps de récupération à côté. Et le travail, et notamment les situations de surcharge mentale, c'est des choses qui peuvent amener du stress. Donc si on est amené à avoir plus de stress au travail, ça veut dire qu'il va falloir plus récupérer. Et une des choses auxquelles il faut faire attention, c'est pas à se retrouver dans une situation dans laquelle on aurait plus de stress que de possibilités de récupération. Parce que quand on est dans ces situations-là, ça veut dire qu'on va se retrouver dans un état sous-optimal quand on va arriver au travail. Et si, par exemple, vous avez vécu du stress une journée et puis vous n'avez pas pu récupérer suffisamment, bah, le lendemain, quand vous allez arriver au travail, vous allez devoir faire un effort supplémentaire pour pouvoir fournir la même quantité de travail. Et ça veut dire que vous allez devoir vous stresser un petit peu plus pour pouvoir fournir la même quantité de travail. Et du coup, ça peut entraîner un cercle vicieux où vous avez de plus en plus de stress et de moins en moins de possibilités de récupération. Et ça, à long terme, ça peut avoir un impact important sur la santé. Et du coup, c'est très important de contrebalancer toujours le travail et le stress au travail par une récupération qui est adaptée. Pourtant, dans notre étude, ce qu'on a observé, c'est que il y avait une bonne partie des mails qui étaient envoyés, soit dans les plages de transition, donc entre 8 et 9 heures ou entre 18 et 19 heures, soit dans les plages de récupération, donc entre 19 heures le soir et 8 heures le matin. Et ces mails envoyés pour les personnes du profil hyperconnecté, c'était à peu près 25% des mails qui s'envoyaient au total. Et puis pour les personnes qui étaient des hyperconnectés ponctuels, bah on était plus autour de 10%. Mais du coup, il y a une partie du travail qui se fait en dehors des heures usuelles de travail. Et ces heures usuelles, c'est les heures en dehors des heures usuelles de travail, c'est des heures de récupération et qui doivent être dédiées à ça. Et c'est important de les conserver pour ça. Alors, en vous présentant toutes ces informations-là, je vous ai dit en gros qu'il fallait faire attention à pas être trop stressé, qu'il fallait récupérer et qu'il fallait pas se mettre dans des situations où on fait trop de choses en même temps et où on est en surcharge mentale. Alors, peut-être que je vous ai amené des éléments scientifiques que vous n'aviez pas, mais j'imagine que vous saviez déjà un petit peu tout ça quand même. Donc, une des questions que je vais amener maintenant, c'est mais pourquoi on régule pas correctement de notre rapport à l'information, pourquoi on ne fait pas attention à pas être en multitâche et pourquoi on ne récupère pas suffisamment. Il y a plusieurs raisons qui font qu'on n'est pas, on a du mal à se réguler et la première de ces raisons, c'est que euh, les sollicitations qu'on peut avoir, les notifications qu'on peut recevoir, ça va avoir un impact sur notre circuit de la récompense. Ça veut dire que quand on reçoit une notification, on a une envie
très important d'aller regarder ce qu'il y a derrière, parce que peut-être que ça peut être une récompense, et ce peut-être que ça peut être une récompense, ça nous donne envie d'aller regarder. C'est ce qui fait que c'est très difficile de ne pas regarder son téléphone quand on vient de recevoir une notification. Donc ça va être la première raison qui va nous pousser à contrôler un petit peu mal notre rapport à l'information. La deuxième, pour vous l'exposer, je vais vous présenter une vidéo. Alors, c'est une vidéo qui est en anglais. L'anglais n'est pas très compliqué, mais je vais faire des petites pauses pour être sûr que tout le monde suive. Mais je vais quand même vous demander, est-ce que vous entendez correctement la vidéo? To be a focus group. C'est bon? Ok. Oui, c'est bon, c'est bon. Alors, To be a focus group, we begin by introducing a set of stimuli. les trois personnes, parmi les trois personnes que vous voyez ici, vous avez le sujet de l'expérience. Donc, c'est la personne qu'on va tester. Et puis, à côté, vous avez deux acteurs. Ces acteurs, ils sont là pour renforcer la situation et qu'elle paraisse plus crédible. Et puis, ce qui va se passer, c'est qu'on va leur présenter plein d'objets et puis on va leur proposer de manipuler ces objets. Et parmi ces objets, il y a ce gros bouton-là. Which is very unpleasant. Oh, shit. What? Shocked the shit out of me. Ce bouton, il envoie un choc électrique, du coup. It did shock me. No, it didn't. Did it really? Yeah, it did. He doesn't like it. That really shocked me. Our fake focus test continues. So let's start with the shock button. Jameson, would you choose to experience this again? Alors, cette personne, elle va leur poser différentes questions et notamment, est-ce que notre participant, il a envie de réutiliser ce bouton, de rappuyer sur ce bouton, I don't want to do that again. et il va répondre que Why non. wouldn't you? Because it shocked me. I still feel it going down my forearm. Now it's time for Jameson's true test, the test of boredom. You will be in the room for 30 minutes. Please remain in your chair. Feel free to re-experience the electric shock button or not. Et donc là, on va le mettre dans une pièce où on va lui dire qu'il doit attendre pendant 30 minutes, qu'il doit rester sur la chaise et que s'il a envie, il peut appuyer ou non sur le bouton qui lui envoie un choc électrique. All right, the moment of truth. When the only two options are boredom or painful shock, which will our subject choose? He's not even looking at the button. It hasn't even been a minute yet, and already Alors normalement, il Jameson n'était pas is censé se lever, déjà. With nearly a half hour to go and no other stimulation in the room, the shock button is a tempting object to occupy Jameson's mind. Remember what Jameson said a few minutes ago. I don't want to do that again. Alors, ce participant, vu qu'on est ici dans un documentaire, c'est un participant qui appuie un peu vite sur le bouton. Il lui a fallu moins de 2 minutes pour appuyer, mais il y a une grande partie des participants qui finissent par appuyer avant la fin des 30 minutes. Et en fait, ce qu'a ressenti cette personne-là, c'est de l'ennui. Et l'ennui, c'est un sentiment qui est particulièrement désagréable pour notre cerveau. C'est cette fois-ci un sentiment de sous-charge cognitive. Et on n'aime pas du tout se retrouver en situation de sous-charge cognitive. Et ça va nous pousser à combler le vide qu'on ressent. Et du coup, ça va faire que on recherche tellement de la stimulation dans des situations d'ennui que si l'ennui est trop fort, on peut même préférer appuyer sur un bouton qui nous envoie un choc électrique. Ça dit quand même vraiment quelque chose de la puissance de l'ennui pour l'être humain. Alors du coup, je vous laisse imaginer ce qui se passe pour vous quand vous êtes dans une réunion, soit où vous ne savez pas trop ce que vous faites dans cette réunion, ou alors vous savez que pendant les 30 prochaines minutes, vous n'êtes pas trop concerné. Et puis, à disposition, vous avez votre téléphone, vous avez votre boîte mail, vous savez que vous avez des choses qui vous attendent.
c'est particulièrement difficile de ne pas aller regarder. Si on serait prêt à aller appuyer sur un bouton qui nous envoie un choc électrique, aller regarder quelque chose qui en plus est un peu appétant comme notre boîte mail, bah, c'est très difficile. Soit dit en passant, l'ennui, c'est quelque chose qui est très important pour notre créativité. Avoir des périodes d'ennui, ça nous permet de réfléchir un petit peu autrement que quand on ne s'arrête pas de réfléchir. Donc, c'est pas quelque chose qui est à empêcher à tout prix, l'ennui, au contraire. Et puis, il y a un autre point qui va nous pousser à aller chercher de l'information et qui va nous empêcher de réguler efficacement la manière dont on traite l'information. Ça va être le FOMO. Je ne sais pas si ça vous parle, la notion de FOMO. C'est Fear of Missing Out. C'est l'idée que euh, on, on a parfois peur de rater une information importante. C'est notamment très vrai avec les réseaux sociaux où une des choses qui fait que on a tendance à scroller quand on est sur des réseaux sociaux qui nous présentent des vidéos, c'est qu'on se dit qu'il y a peut-être quelque chose d'important que d'autres personnes ont vu et que nous, on va rater si on ne scrolle pas un petit peu tous les jours. Ce FOMO, ça vient du fait qu'on a en tant qu'être humain une grosse aversion à l'incertitude et du coup on a envie de savoir tout le temps. Et du coup, bah, de manière générale, quand on sait qu'il y a une information quelque part, on a envie de savoir ce qu'il y a derrière. Donc quand on a une notification, on veut savoir ce qu'il y a derrière. Et ça, on peut le lier à autre chose qui est un certain besoin de contrôle. En tant qu'être humain, on a besoin de sentir que nos actions peuvent avoir un impact sur notre environnement. On a besoin de sentir que nous, si on veut, on va être capable de changer notre environnement pour aller dans le sens qu'on veut. Et ça peut être particulièrement vrai si, par exemple, vous êtes manager et que, du coup, bah, vous êtes sur certains projets où vous ne faites pas tout sur ces projets-là, bah, vous pouvez avoir envie d'avoir un certain contrôle sur tout et vous assurer que tout se passe comme vous pouvez l'imaginer. Alors, ce besoin de contrôle, c'est pas forcément un besoin de pouvoir, c'est quelque chose de très naturel, c'est juste se dire qu'on peut avoir un impact. Et ça fait référence dans la littérature en sciences cognitives à la notion de locus de contrôle, c'est le degré qu'on estime avoir de contrôle sur notre environnement. Et du coup, ce locus de contrôle, il peut être soit plutôt interne, on estime que nous, on a le contrôle sur notre environnement, soit plutôt externe, on estime que c'est plutôt que notre environnement, il évolue en fonction plutôt du hasard ou plutôt en fonction des autres. Ce que la littérature a pu montrer, c'est que quand notre locus de contrôle, il nous laisse penser que c'est les autres ou le hasard qui a le contrôle sur notre environnement, bah, ça va entraîner chez nous une baisse de l'estime de soi, ça va entraîner chez nous plus de stress et ça peut même amener jusqu'à des symptômes dépressifs. Alors, si on estime que ce qui se passe dans notre environnement, c'est dû au hasard, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose. En revanche, si on estime que c'est les autres et que c'est, par exemple, nos collègues qui peuvent changer certaines choses dans notre environnement, ben, parfois, un petit peu de communication, ça aide à retrouver du contrôle. Se sentir capable de demander quelque chose à un collègue, c'est avoir du contrôle sur ce qui va se passer dans notre environnement. Alors maintenant que je vous ai présenté tout ça, que je vous ai montré ce constat, on traite beaucoup de mails, on fait beaucoup de réunions, ça a un impact sur notre charge mentale, ça a un impact sur notre récupération. Et c'est normal parce qu'il y a plein de choses qui font qu'on a du mal à réguler tout ça. La question qu'on peut se poser, c'est comment on fait pour passer à l'action et comment on fait pour changer notre quotidien de travail. Il y a plusieurs étapes pour réussir à changer quelque chose et à passer à l'action. La première étape, ça va être l'information. L'information, c'est notamment ce que je vous ai présenté là. Donc, c'est la connaissance du fait que ces choses-là existent.
La deuxième chose, ça va être la croyance. Et j'espère qu'avec ce que je vous ai présenté, bah, vous croyez au fait que c'est bien de questionner son utilisation des mails et des réunions au travail. Et puis après la croyance, il y a l'intention. Est-ce que j'ai envie de changer? Et souvent, c'est pas ces trois premières étapes qui posent problème. Souvent, on arrive assez facilement au fait qu'on a envie de changer, au fait qu'on croit que ça va être bénéfique de changer. Et ce qui pose problème, c'est plus le passage de l'intention, de l'envie de faire quelque chose, à l'action de réellement le mettre en place. Pourquoi? Parce qu'on va avoir plusieurs choses qui vont bloquer ce passage de l'intention à l'action. Et le premier, ça va être au niveau individuel. On peut avoir des automatismes au travail. On a beaucoup d'automatismes et parfois c'est coûteux de changer ces automatismes. Et ce coût du changement va faire qu'on va pas forcément passer de l'intention à l'action. Ça, c'est le niveau individuel, mais c'est pas le seul niveau. Au niveau de votre équipe, par exemple, vous pouvez avoir des normes sociales ou des injonctions qui font que bah, vous n'allez pas pouvoir changer votre mode de travail, même si vous pensez que c'est bien et que vous avez envie de le faire. Et puis, le dernier niveau, qui est encore plus haut que votre équipe, c'est est-ce que vous avez à disposition les outils, la possibilité de mettre en place certains process, ou est-ce que vous avez jusqu'à l'environnement, les salles adaptées, etc., pour mettre en place les changements que vous avez envie de mettre en place. Notre approche chez Cogix, c'est de se dire qu'on a besoin de prendre en compte ces trois niveaux pour amener du changement dans un contexte de travail. Du coup, au niveau individuel, pour ce que je vous ai dit, ça peut être changer la manière dont on va utiliser ces outils de communication. Par exemple, supprimer les notifications, mettre en place des règles de tri pour ces mails, avoir des règles pour les invitations et les réponses aux demandes de réunion. Ça, c'est au niveau individuel, mais comme je le disais au niveau individuel, ça suffit pas, ça suffit pas. Souvent, ça suffit pas. Donc, les règles d'outils de communication, c'est important que ce soit des règles partagées au sein de l'équipe. C'est important de définir des process qui vont déterminer comment on va traiter les urgences. C'est important de mettre en place au niveau de l'équipe des règles qui permettent de faire appel à l'intelligence collective et donc s'assurer que tout le monde a pu dire ce qu'il pensait de chaque situation et de collecter bien les idées de tout le monde. Et puis en réunion, c'est important de pouvoir avoir un ordre du jour pour pas se retrouver dans une réunion justement où on va vivre de l'ennui. Et puis au niveau organisationnel, bah, ça peut être repenser la culture de l'urgence, euh, poser la question des espaces et des outils qui sont à disposition, et puis éventuellement questionner le rôle et les responsabilités de chacun. Donc voilà pour tout ça. Je vous remercie pour votre attention. J'espère vous avoir donné des choses qui justifient cette démarche que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Et puis, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, je suis ici pour y répondre. Merci beaucoup, Simon. On va prendre le temps des questions. Alors, pour cela, je vous demanderai juste de lever la main sur Teams si vous en avez, comme ça peut ordonner l'ordre de passage des différentes questions. N'hésitez pas. Alors, si vous êtes dans une grande salle, c'est forcément plus compliqué. Donc, je vais être aussi attentif. Donc, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaitez, quelles qu'elles soient d'ailleurs au passage. Alors, nous avons la salle Elitis. Alors, je ne sais pas qui, si c'est Nadège ou quelqu'un d'autre. Allez-y. Merci beaucoup. Est-ce que, Simon, vous pouviez revenir en arrière? Il y a quelque chose que j'ai pas bien compris Oui. d'ailleurs, j'ai oublié. Ça va me revenir quand je vais voir la slide. Alors, je vais Ma mémoire tampon qu'a... doucement aller en arrière. Euh, On a passé déjà. ouais, je crois que c'est passé. Ouais, Alors, vous voyez, la mémoire est quelque chose ouais, d'assez exactement. Bah ouais, rapide, c'est hein. exactement ce que je me disais. Ouais, ça j'ai bon, ça aussi c'est bon.
Maintenant, comporter des risques. Pardon, je perds du temps. Nadège, Oui, est-ce que tu te rappelles un peu de ouais, quoi ça non, parlait? pardon, c'était Oui. quand il y avait sur le côté à gauche une étude. Alors, sur le côté à gauche, une Il était étude. mention d'une étude. Ouais, c'était là. Oui, Alors, tadada. Oui, cette histoire en fait, j'ai pas compris cette slide-là. Le focus de contrôle et de durée, ça. alors, je vais réexpliquer un petit peu le principe du locus de contrôle. Le locus de contrôle, si vous voulez, c'est un continuum euh, où à l'un des extrêmes de ce continuum, on a un contrôle qu'on considère comme interne. Ça veut Mhm. dire qu'on estime que nous, on est à l'origine des changements qu'il va y avoir dans notre environnement. C'est, par exemple, moi, je sais qu'après cette conférence, je peux aller me faire un café. J'ai un Mhm. locus de contrôle qui est complètement interne. Et puis, à l'autre côté de cet extrême-là, on va avoir un locus de contrôle externe. Et ça veut dire que c'est pas nous qui sommes à l'origine des changements dans notre environnement et qu'on n'a pas de contrôle dessus. Alors Faut ça, les c'est une... suivre quelque part, ouais. Exactement, ça veut dire qu'on les subit. Et le principe de ce locus de contrôle, c'est que c'est une sensation, c'est une interprétation de notre environnement. Ça ne veut pas dire qu'on a un jugement qui est correct sur notre... C'est pas le contrôle réel, c'est le ressenti de contrôle. Ok. Ouais, celui du milieu, le contrôle externe, est-ce que c'est je peux avoir du pouvoir sur les autres ou est-ce que c'est finalement ce que vont faire les autres, ça peut C'est avoir un alors impact sur ma réalité? justement, c'est pas avoir du pouvoir sur les autres, ça veut dire que le changement de ma situation dépend des autres. Je vais vous donner un exemple. Si vous n'êtes pas du tout informaticien ou informaticienne et que vous avez un problème sur votre ordinateur, le contrôle de la situation, c'est le service informatique qui peut l'avoir. Vous Ok, avez très peu de contrôle là-dessus. Et ce que vous pouvez faire, c'est demander au service informatique. Donc, vous avez du contrôle. Le contrôle, c'est de demander au service informatique. Plus il va y avoir des étapes pour pouvoir réparer votre ordinateur, plus votre locus de contrôle il va tendre vers le contrôle externe. d'accord. Moins il y a des étapes, plus vous avez l'impression d'avoir un contrôle interne. Et du coup, quand ce contrôle externe, enfin, quand on estime que c'est les autres qui sont responsables, on peut quand même avoir un contrôle interne si on estime qu'on a la possibilité de dialoguer avec les autres et de leur demander de faire ce qui est nécessaire pour changer notre environnement. Mais ça, c'est pas forcément une question de pouvoir. Ça peut aussi juste être une question de j'ai confiance dans cette personne-là, donc si je lui demande, elle va le faire. Mais du coup, si on a la possibilité de demander aux autres de faire quelque chose, bah en fait, le contrôle est plutôt interne parce qu'on se dit qu'on Ouais. a la possibilité de faire changer notre environnement. Voilà. C'est un peu, enfin, c'est vrai que c'est pas évident comme concept, donc c'était un Ouais. retour. Merci. Et du coup, plus on considère que finalement les autres ou le hasard, enfin, l'environnement extérieur, euh, et enfin, on connaît tributaire entre guillemets de tout ça, Ouais, plus potentiellement, voilà, on a une baisse d'estime de soi, de stress et potentiellement de la ex- dépression. exactement. Grand merci pour ces précisions. Avec plaisir. Oui. J'en profite pendant qu'on a la parole et puis la main sur la vidéo. Vous avez précisé, plus il y a de participants à une réunion, Mhm. plus la proportion de mails envoyés est importante. Je Ouais. voulais savoir si vous aviez été plus loin, si en fait c'est le fait que des fois on invite des personnes qui ne sont pas forcément concernées directement par la réunion. Est-ce que c'est vrai que l'idée c'est justement d'optimiser ces temps de réunion de par les participants, mais aussi par la concentration, quoi. Alors, forcément, alors je vais retourner sur la slide pour que ce que je dis soit un peu plus clair. Forcément, c'est lié au fait que plus il y a de personnes, plus il y a de chances qu'il y ait des personnes qui soient moins concernées par la réunion. Mais euh,
on a quand même ce chiffre-là qui est assez important, qui est quand on arrête des réunions à 2 ou 3, on a 50% de chances qu'il y ait un mail qui soit envoyé. Ça veut dire que dans une réunion en face à face, il y a une chance non négligeable, vraiment non négligeable, que on lise un mail, qu'on traite le mail, qu'on tape la réponse et qu'on envoie. Donc, alors très souvent, ça peut être parce que une réunion, notamment une réunion longue, ça peut être des réunions pendant lesquelles il y a des moments de creux. L'idée, c'est plus de se dire, est-ce qu'il n'y a pas une manière plus optimale d'organiser notre temps que de se retrouver dans une réunion où on n'a pas grand-chose à y faire, ou que d'avoir un moment de creux où en fait peut-être qu'on aurait juste besoin de prendre, peut-être qu'on aurait juste eu besoin de prendre une pause pendant la réunion pour pouvoir traiter ces mails et revenir quand on a traité les 2-3 mails urgents. Après, est-ce qu'on considère forcément que c'est un mail qui n'a rien à voir avec la réunion? Est-ce que ça a été, comment dire, observé? Ou alors ça peut être, par exemple, bah, voilà, on discute de quelque chose, ah bah tiens, on va demander l'avis d'un tel, et puis bah, on en profite du coup pour envoyer le mail, pour comme ça c'est fait. Alors, à ma connaissance, on n'est pas allé dans ce niveau de détail, mais étant donné les chiffres, on peut se dire que de toute façon, il y a une proportion de ces mails assez importante qui est pas liée aux réunions. Oui. Merci. Merci beaucoup. Merci. Ouais. Alors, la salle Jeanne Antille, vous pouvez poser votre question, je ne sais pas qui, mais vous pouvez. Allez-y. Votre micro est ouvert, vous pouvez poser votre question, a priori. Sauf s'il n'y a pas de micro dans votre salle, mais je crois pas. Est-ce que vous posez la question par texte? Mais comme vous êtes dans une salle, allez-y. A priori, vous n'êtes pas en capacité de poser une question à l'oral, je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions en attendant? Je vais revenir vers vous après, mais il nous reste quelques minutes pour cela. Non, ça va, c'était clair par rapport à cette conférence. Donc, elle est enregistrée, donc vous pourrez y avoir de nouveaux accès si vous avez besoin voilà, de revoir certains points plus en particulier. J'essaierai de la chapitrer aussi pour que ça soit plus facile d'aller directement sur les différentes parties que Simon vous a proposées. Pour la salle Antide, bah, envoyez-moi la question par écrit, puis je la transmettrai à Simon si voilà, si c'est important pour vous. J'ai un temps avec vous juste après. Pour les personnes qui vont aller après, donc faire cet atelier justement pour établir et définir les règles V1 sur la base des règles V0 qui ont été établies par les ambassadeurs. Donc, bah, les questions que vous avez posées, notamment à Salitis, bah, ce sont des choses que vous allez devoir tester et tester voilà, dans le cadre de votre équipe respective ou service pour pouvoir voir si les règles que vous êtes attribuées vont permettre de diminuer le nombre de mails pendant la réunion, diminuer différentes choses et tous les indicateurs que l'on a vus lors de la présentation de la plateforme la dernière fois le 14 novembre. Simon et les autres personnes, bah, merci beaucoup pour cette conférence. Et puis bah, bonne journée à vous. Je reste juste avec la salle Jeanne Antide pour la suite. Merci beaucoup. Bonne journée à tous et toutes. Et puis du Merci, coup, bonne c'était vraiment continuation super. pour ceux qui sont en atelier. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Merci. Merci, Merci bonne beaucoup, journée. c'était super, merci. Bonne journée.